Bon matin sur France 3 Bretagne, merci à vous de nous rejoindre dans votre émission Ensemble c'est mieux. J'espère que vous avez bien dormi, mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir rêvé cette nuit? Quelle que soit la réponse, n'ayez crainte, nous rêvons tous plusieurs fois dans notre sommeil nocturne. Pourquoi rêve-t-on? Que disent nos rêves? Faut-il toujours les interpréter? Plein de questions auxquelles vont tenter de répondre tout à l'heure nos invités. Moi en tout cas, je n'ai pas rêvé d'Evan, enfin je ne crois pas. D'ailleurs, on part le retrouver. Salut Evan, tu es à la Belle Déchette ce matin. Comment ça, tu ne rêves pas de moi tous les jours, Anne Fanté? C'est un peu toutes les nuits surtout. Quel affront! Bon, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Bonjour à vous à la maison. Ce matin, j'ai eu envie de faire une croix sur la société de consommation pour vous présenter une autre alternative, une ressourcerie. Ici, on peut faire ses courses, toutes ses courses, acheter plein de choses pour sa maison, quand on en a besoin bien sûr, à moindre coût. Et en plus, c'est solidaire, on en reparlera tout à l'heure. Salut Julie. Bonjour. Alors, j'ai présenté avec mes mots l'association. C'est toi qui l'as créée, la Belle Déchette. Est-ce que tu peux nous présenter les missions de cette association? Ouais. Alors les missions avant tout, c'est effectivement avoir un impact sur la réduction des déchets, puisqu'on récupère des choses qui potentiellement peuvent partir en déchetterie. Essayer de les valoriser au maximum, donc le réemploi. La création d'emplois pérennes. On est une association, mais on essaye de créer des emplois pérennes. Et depuis 3 ans et demi, on y arrive. 4 CDI, là, par exemple, signés à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, essayer de développer les pratiques collaboratives. Donc, c'est une sorte de cercle vertueux. C'est ça l'idée? Exactement. On est vraiment sur l'économie circulaire, aussi bien en termes de matière, matériaux, gisements, mais aussi voilà, que les compétences des uns puissent servir et développer celles des autres. Bon, j'ai hâte d'en voir un petit peu plus. Alors, on va vous emmener dans la boutique. Cet espace de vente, est-ce que tu peux nous le présenter, Julie? Ouais, alors ici, on est du coup à la Réserve. C'est la deuxième boutique qu'on a ouverte sur la Belle Déchette. Du coup, elle est attenante au pôle valorisation de la ressourcerie. Du coup, on a axé récemment cet espace matériaux plutôt sur les matériaux. Ah ben on ira après, mais là on peut parler de ce qu'on a derrière. Du coup, effectivement. Donc on est une ressourcerie généraliste. Donc du coup, généraliste, ça veut dire qu'on va trouver aussi bien des jeux pour enfants que des ouvrages, que de la vaisselle, de la décoration, du mobilier. Voilà, c'est assez varié. Et alors tout ça à des prix, on peut en parler, défiant toute concurrence. Des petits prix, c'est le principe de la ressourcerie, c'est effectivement accessible à tous. Donc du coup, notre politique de prix, on va dire que c'est 1/3, voire 1/4 du prix neuf. Okay. Voilà. Et après, ça dépend. Il y a aussi des prix libres. On a une zone de gratuité. Enfin, voilà. Il n'y a pas que l'aspect économique qui rentre en compte dans une ressourcerie. Il y a l'environnemental, ça c'est certain. Et il y a aussi tout ce qui est social. Et donc, voilà, il y a aussi tout un gisement qui est à disposition gratuitement. Et puis, des fois, il y a des partenariats où on ne va pas parler d'argent, ouais. Mais ça va plutôt être des contreparties autres, se donner un coup de main avec des structures diverses et variées. Mais voilà, on va voir tout à l'heure, on a un partenariat avec la Petite Reine pour les vélos. Oh, mais tu te dévoiles trop de choses tout de suite. Non, on avait envie, avant de se quitter, parce que c'est bientôt la fin du temps, de vous parler de cet espace matériaux, dans lequel on peut trouver, je vois les prix au kilo, du bois à 1 € le kilo, de la moquette à 50 centimes le kilo. Qu'est-ce qu'on peut trouver exactement et qui peut venir ici, Julie? Eh ben alors là, c'est pareil, c'est ouvert à tout le monde en fait. Du coup, on peut trouver tout type de matériaux, donc le bois, le tissu, du contreplaqué, du plastique, du dibon, la quincaillerie, du carrelage. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment un public artiste, des étudiants en art, des gens qui ont envie de réparer, de construire, fabriquer chez eux. Potentiellement, il y a matière à faire ici. Oui, il y a de quoi faire. Bon, on va se retrouver dans quelques minutes pour vous présenter la suite de cette belle association, la Belle Déchette, la très belle Déchette même. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et nous, sur ce plateau, ce matin, on va un petit peu rêver. On va plonger dans le souvenir de nos songes qui s'évaporent souvent au réveil. Pour mieux comprendre, voici ce résumé en chiffres et en images. Je fais souvent le même rêve. Je tombe. Faut consulter, ça veut sûrement dire quelque chose. 15% des Français ont fait des rêves plus négatifs pendant le premier confinement. Une preuve de plus que nos rêves seraient une expression de notre vécu.
Et il y a matière, qu'on s'en souvienne ou pas, nous rêvons tous 4 à 5 fois par nuit, le rêve le plus structuré ayant lieu pendant notre sommeil paradoxal. Mais attention aux interprétations hâtives. Il faut se méfier des dictionnaires des rêves ou autres méthodes ou services payants sur Internet censés délivrer des significations toutes faites. Car, selon les individus, un même rêve peut avoir un sens différent. Il n'y a pas de symbolisme ni de décodage automatique universel. L'interprétation dépendra de la connaissance approfondie de la personnalité et du vécu du rêveur. Pire encore, l'interprétation dépend aussi de l'interprète. Entre les diverses écoles de psychanalyse qui y voient des refoulés différents ou la neuroscience qui, elle, ne voit dans le rêve que de simples flux cérébraux, pour trouver un sens commun à nos rêveries, on peut toujours rêver. Ça c'est dit et on en parle ce matin avec Virginie Simard. Vous êtes analyste de rêve, psychothérapeute. Marine Lamy, vous êtes thérapeute. Vous aussi, vous proposez des thérapies via le rêve éveillé et à distance. Avec nous, Dominique Paquet, vous êtes philosophe. Votre dernier livre, Les grands textes de la beauté, est paru aux éditions du Regard. Et Cédric Jolivier reviendra avec vous tout à l'heure sur les histoires vivantes de nos territoires avec votre association Globe Conteur. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, cette première question, Virginie Simard, pourquoi rêve-t-on? Est-ce qu'on sait pourquoi on rêve? Alors, le reportage le disait bien, Ouais. pour certaines personnes, ça va être juste une sécrétion du cerveau, une espèce de rangement la nuit, on a besoin de ranger le vécu. Et d'autres auront des approches, on va dire, plus philosophiques, voire plus spirituelles, avec une démarche plus globale, justement, et qui vient nous donner un message. Pendant qu'on dort, on reçoit des messages. Et on sait combien de temps dure à peu près un rêve? Alors là aussi, ça peut être très relatif. Les sciences, comme vous le disiez, nous vont donner ça en nombre de minutes physiques, mais en termes de vécu, ça peut être très très différent. Ça peut être complètement différent. Alors justement, en quoi consiste votre métier d'analyste de rêve? Alors c'est un beau métier, on recueille les rêves et on contemple les rêves. Et là aussi, alors les dictionnaires des rêves et des symboles, souvent je dis c'est pratique, mais pour caler les armoires normandes, parce que chacun vient avec son propre monde et ses propres symboles. Alors ce que vous dites, c'est qu'il faut arrêter de faire un rêve et puis d'aller sur Internet et se dire « Ah là là, qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est un petit peu presque fumeux, on pourrait dire. Ça peut donner des pistes, et vraiment on n'a aucune Ouais. idée, mais chaque personne a ses images intérieures, ses symboles intérieurs, et c'est un jeu un peu d'enquête. On tire un fil et on voit où ça nous mène. Et comment vous travaillez sur une séance type, par exemple? Avec un rêve, Ouais. donc une séance dure 1h30, on va contempler le rêve. D'accord. Alors ce qui est bien aussi, c'est que on ne fait pas de rêve, on reçoit un rêve. Parce que des fois on peut se dire, oh, cette nuit j'ai tué, j'ai volé, oh, qu'est-ce Ouais. que j'ai fait encore? J'ai rien fait, j'ai reçu un message du soi. Alors les Jungiens, on appelle cette énergie qui nous envoie un message le soi. J'ai reçu un message, je vais voir ce qu'il raconte. Et quelles sont les thématiques récurrentes qui reviennent chez vos patients, en général? Ça va dépendre des thèmes. Ouais. Justement, chaque personne, en fonction de son vécu, de la période de sa vie, on va avoir des thèmes spécifiques qui vont venir. Et quand un thème est vu, on passe à autre chose. Alors moi, je sais qu'en tant que présentateur, on a tous fait déjà ce rêve-là, d'arriver sur le plateau et le journal commencer ou d'arriver en retard. Enfin, il y a des choses qu'on revisite, en fait, notre journée, Après, c'est notre le métier. stress qui va Ouais. pouvoir s'exprimer justement Ouais. avec notre vie. On va recycler un peu notre journée avec des choses qui vont être un tout petit peu différentes, justement. Arriver en retard ou arriver tout nu au travail, des choses comme ça. Ouais. C'est ces petits décalages. Alors Dominique Paquet, vous me disiez en préparant cette émission que le rêve a différentes grilles de lecture finalement selon les cultures, selon l'endroit où on se situe dans le monde en fait. Oui, oui, bien sûr. Chaque culture a développé des méthodes pour interpréter les rêves. Et en philosophie, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur le rêve, y compris avec des scientifiques d'ailleurs. Mais dans l'histoire de la philosophie, le rêve prend différentes significations. Pour Platon, par exemple, dans La République, il en parle, et le rêve est assimilé à l'illusion, au reflet sur les eaux, au simulacre. Alors qu'à l'époque baroque, au moment de Shakespeare, de Descartes, Descartes va fonder sa philosophie à partir de 3 rêves qu'il analyse, qu'il interprète immédiatement lorsqu'il se réveille. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment ce chercheur, Descartes, comment ce philosophe, qui a fondé sa philosophie sur la vérité, part de 3 rêves, donc de l'onirisme
et essayer de les interpréter pour développer ensuite sa philosophie. Et puis, nous avons aussi Gaston Bachelard qui va parler de la rêverie. Alors, la rêverie éveillée, je crois que vous allez en parler tout à l'heure avec une invitée, mais aussi de ces rêves de chute, dont on a vu un extrait dans le petit film, ou de ces rêves d'envol qui sont extrêmement fréquents, où d'ailleurs le rêveur cherche à interpréter comment il faut voler. Alors, est-ce que je pédale dans le vide? Est-ce que je bats des ailes? Comment je remue? Et puis, ces rêves de chute où parfois il se reçoit assez voluptueusement, ce qui est très, très curieux d'ailleurs dans ces rêves de chute, c'est qu'on croit tomber de 30 ou 40 mètres et que l'on retombe sur ses pieds. Je crois qu'on a déjà tous rêvé de cette fameuse chute interminable. Alors, on entend souvent parler des petits ou grands rêveurs. Cédric Jolivet, je me tourne vers vous. Est-ce que vous vous considérez petit ou grand rêveur? Non, moi, je suis plutôt un grand rêveur, Ouais. dans le quotidien et puis aussi un peu la nuit. Ouais. Et vous vous souvenez souvent de vos rêves? Oui, le dernier, je rêvais de Dionysos, le chanteur, donc je crois que j'ai besoin de festival. Ouais, comme tout le monde autour de ces tables. Je vous propose à présent d'écouter ce témoignage d'Audrey qui a quelques questions pour nous. Bonjour et merci de me recevoir. Donc par rapport au rêve, en fait, moi je rêve assez peu, ou du moins je m'en rappelle assez peu. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Et ensuite, quand je rêve, pour le coup, je suis très affectée entre guillemets par mes rêves. Je vis pleinement, en fait, comme si vraiment ça s'était totalement passé. Et je suis de nature quelqu'un qui vit pleinement mes émotions. Donc je sais pas si ça peut être lié. Donc voilà mes petites questions. Merci. D'abord, Virginie Simard, est-ce qu'on doit s'inquiéter quand on se souvient jamais de ses rêves? Parce que ça arrive. Il n'y a rien de grave. Ouais. Alors déjà, pour se souvenir des rêves, il faut avoir envie de travailler avec ou de les collecter. Là aussi, il y a un travail de recueil des rêves. Et ensuite, plus on aura d'énergie, plus on s'en souviendra. Si on est vraiment très fatigué. Et pourquoi certains rêves nous marquent plus que d'autres du point de vue émotionnel? À quoi ça peut être dû? Alors, dans tout le travail de Jung, on accueille le rêve parce que le rêve vient nous parler de quelque chose. On voit justement un des mandalas de Jung. Et on va dire que l'interprétation et l'interpellation du rêve est proportionnelle. Justement, des fois, les gens vont dire « Oh, j'ai fait que des cauchemars ». Alors, pour nous, on se dit « Super, un cauchemar ». Ça veut dire que vraiment, l'interpellation est forte, donc du coup, on réagit fortement. Ça veut dire quelque chose, en tout cas. Ouais. Alors vous, Marie de Lamy, vos thérapies sont axées sur le rêve éveillé. C'est une autre discipline. Comment fonctionne une séance? Alors, le rêve éveillé libre, déjà, je vous remercie de m'avoir invité. C'est une méthode qui a été mise au point, développée par un monsieur, un psychothérapeute qui s'appelle Georges Romé. Alors, il ne s'agit pas ni du rêve nocturne qui nous offre cette seconde vie, et ni le rêve échappatoire qui nous ouvre cette petite porte dans ce que l'âme a le plus intime, mais vraiment le rêve salutaire. C'est une méthode qui nous permet, non pas par l'interprétation de résoudre ou de trouver du sens, mais c'est le rêve lui-même qui agit comme agent thérapeutique. Alors, vous vouliez savoir comment j'accompagnais une personne dans une séance? J'arrivais dans votre cabinet et je venais consulter avec vous. Alors, déjà, il y a une phase d'accueil. C'est vrai que je prends en compte les préoccupations de la personne, ce qui la pousse à entamer cette cure, parce que c'est une cure d'analyse qui est bref. Et je la mets en confiance parce que c'est vraiment le principe, il y a un temps d'échange primordial, d'accompagnant, c'est de mettre en confiance la personne. Ensuite, je l'accompagne dans en état modifié de conscience, le cerveau en mode alpha, limite état, qui est l'état du grand méditant. Et dans cet état de détente physique et mentale, le rêve peut apparaître. Et le rêveur va vivre son scénario intérieur. Le rêve en direct avec vous pendant une séance. Il va vivre son rêve, je vais le noter, je vais l'écouter. Et puis il va rencontrer finalement des symboles, des images qui ne sont juste que l'illustration de toutes les épreuves qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Donc, ce n'est pas vraiment l'interprétation, c'est vraiment... Alors, l'interprétation est intéressante aussi dans le rêve éveillé libre. C'est une autre façon de voir les choses, pour accélérer la prise de conscience. Voilà. Et qu'est-ce qui pousse ces personnes qui viennent vous voir toutes les deux? Pourquoi elles optent pour cette méthode-là, en dépit d'une thérapie classique, disons? Alors déjà, il faut pouvoir les accueillir, ces rêves. Des fois, on parlait tout à l'heure des grands rêveurs. Il y a des gens qui ont beaucoup de rêves, donc ils se disent « je vais suivre cette piste ». Et puis, c'est aussi l'approche symbolique. Certaines personnes vont être plus appelées
vers ce symbole plutôt que peut-être partage plus autour du verbe. Donc c'est par affinité. Oui. Et vous Exactement, c'est Marine exactement Lamy, la même c'est vrai chose. Ouais. C'est D'accord. le rêve, ils sont déjà sensibilisés au rêve et puis ils se disent, le rêve, ou aussi par une lecture, dans une librairie. Et ça peut venir en appui d'une thérapie classique? Oui, bien sûr, en complément, oui. Ouais. Le Alors, rêve éveillé libre, oui. C'est une cure en elle-même, une cure analytique. Alors Dominique Paquet, le rêve a quand même beaucoup été investi par la philosophie. Quand vous entendez Marine Lamy sur le rêve éveillé libre, est-ce que vous avez d'autres grilles d'analyse? Oui, Gaston Bachelard fonde une partie de son travail, de ses poétiques, notamment L'air et les songes, l'eau et les rêves, sur cette question de la rêverie. Et c'est la poésie qui prolonge la rêverie des eaux jaillissantes, la rêverie des eaux dormantes, la rêverie des nymphes, dans un contexte plus mythologique, des ondines, des femmes qui sortent de l'eau, ou même des hommes qui sortent de l'eau. Et dans l'air, là aussi, nous avons les elfes, nous avons toutes les créatures de l'air qui ont donné lieu à des poèmes, à des mythes, bien sûr, mais à des poèmes, ensuite à des rêveries d'envol vers le ciel ou de chute, comme je le disais, ou d'expériences aériennes, de transport, parce qu'on se sent élevé, ou au contraire, dans l'eau, on se sent plongé au fond de l'eau et on continue à rêver et à être vivant au fond de l'eau. On adopte presque un statut de poisson. Mais Gaston Bachelard est très particulier dans l'histoire de la philosophie parce que le rêve est maintenant un espace dédié soit à la psychanalyse, comme vos invités l'ont dit, ou aux scientifiques qui ont examiné la question du rêve dans le sommeil paradoxal. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le rêve est inspirant. Il favorise la création poétique, la création littéraire et aussi la création philosophique, comme chez Descartes par exemple. Et en poésie, comme chez les surréalistes, où il a été un ferment extraordinaire de poésie. Donc même si on est scientifique et que l'on peut se dire que c'est organique, que ce sont des mouvements du corps, des organes, comme le dit Descartes d'ailleurs, qui peuvent provoquer des sensations, des douleurs, des tiraillements et produire des images oniriques, le rêve est aussi un espace de création pour toute la création, qu'elle soit philosophique ou poétique ou littéraire. Et justement, à ce titre, on a une grande rêveuse, notre téléspectatrice Erika, qui nous pose cette question. Regardez. Alors, les rêves et moi, c'est une longue histoire, c'est une grande histoire plutôt, car j'ai toujours fait des rêves très riches, j'ai toujours une vie onirique très riche, avec plein de détails, plein de choses. Du coup, ça m'a beaucoup toujours questionnée. Alors, j'ai décidé de les dessiner. Ça m'a beaucoup aidé de les mettre sous forme de dessin. Mais aujourd'hui, j'aimerais essayer de mieux les comprendre pour voir si ça peut m'aider à me comprendre. Donc, j'aimerais avoir des clés. Comment on peut interpréter les rêves et de quoi on peut s'aider pour le faire. Merci. Comme le disait à l'instant Dominique Paquet, le rêve permet de cultiver sa créativité, j'imagine que oui. Alors oui. Alors justement, ce témoignage montre que la personne a spontanément trouvé le chemin toute seule. Jung propose d'abord, dans un premier temps, d'analyser les rêves, de les contempler, et ensuite de passer à la créativité, à ce qu'il appelle l'imagination active. Donc je pense qu'on rejoint aussi là le rêve éveillé. C'est par les figures qu'on aura rencontrées. On va justement prendre la plume, la peinture, la belle déchette proposée de faire de la faïence. Tout est possible pour justement, suite à ces énergies rencontrées, pouvoir s'en servir dans sa vie. Marine Lamy, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que le rêve éveillé libre, c'est, comment je l'appelle, une méthode de créativité, où les sensations, les émotions et la parole sont au rendez-vous au même moment, et on puise dans ce grand dictionnaire d'images qui appartient au monde, et on en crée. Et ce qui est fondamental dans toutes ces pratiques, c'est le lâcher-prise, en fait, finalement. Sortir de notre quotidien. De laisser l'énergie repasser à nouveau. Une petite dernière question philo pour vous, Dominique Paquet. Faut-il opposer le rêve à la réalité? Vous avez 1 minute 20. Mais le rêve fait partie d'une réalité intime, la réalité du dormeur. Et s'il s'en souvient, il se reconstruit. C'est le travail du rêve dont parle Freud. Il se reconstruit dans la réalité et il s'interprète tout au long de la vie.
Quand vous écrivez vos rêves, ce qui est extrêmement intéressant, vous voyez au fil de votre vie des interprétations surgir, se modifier et produire aussi des sens différents, c'est ça qui est extraordinaire. Mais le rêve est souvent opposé à la raison froide, calculatrice de la veille. Or, vraisemblablement, nous avons toujours des rêveries pendant que nous raisonnons et nous avons de la raison dans le rêve. On peut aussi rêver philosophiquement dans le rêve, produire des questions philosophiques et essayer d'y répondre. Qu'est-ce que la liberté ou qu'est-ce qu'aimer Je pense que le rêve et la raison résonante et la conscience s'interpénètrent. Ce sont des états altérés de conscience qui ne sont pas incompatibles. Il faut les penser et les vivre ensemble et cesser de cultiver la séparation, la dichotomie entre rêve et réalité. Merci beaucoup Dominique Paquet. Quand on vous entend, on a envie de rêver tout le temps, toute sa vie, pour toujours. Je rappelle votre dernier livre, Les grands textes de la beauté, est paru aux éditions du Regard. Merci Marine Lamy et Virginie Simard d'avoir été avec nous ce matin. Allez, je vous propose maintenant d'aller retrouver Evan. Evan qui s'est rendu ce matin à la Belle Déchette. C'est à toi Evan. Oui, Anne Fanté, alors je suis avec Julie. On va vous montrer un petit peu comment est-ce qu'arrivent les produits. Ah bah voilà, notre Hervé qu'on vous présente, notre ingénieur du son. Julie, est-ce que tu peux nous expliquer comment arrivent les objets qui se trouvent ici? Comment est-ce que vous les sourcez? Alors, on a plusieurs lieux de collecte, déjà dans les caissons réemploi des déchetteries de Rennes Métropole. On a un accès auprès des professionnels qui soit en collecte pour réemployer du coup leurs déchets, ou alors ils viennent nous déposer. Et puis sinon, on invite en fait les usagers à venir ici et à déposer du coup en fonction des différentes catégories. C'est vachement bien fait parce qu'il y a des bacs pour chaque. Alors là, la collecte est vide parce que tout est en train d'être traité derrière. Exactement, c'est ça. Mais voilà, donc du coup, ça fait partie pour nous de la sensibilisation au réemploi. Les gens qui viennent ici viennent pas juste déposer des déchets, mais justement, il faut qu'ils prennent conscience que c'est des choses qui peuvent être réemployées. Et donc du coup, dans ce cadre-là, on leur demande de faire avec nous pour qu'on puisse aussi échanger sur c'est quoi une ressourcerie, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi notre travail, c'est quoi nos missions. Et donc voilà, donc ça fait partie intégrante de votre mission. Bon, alors, on va vous emmener de l'autre côté du miroir, dans la réserve. En attendant, j'aimerais aussi que tu parles d'une super démarche et que vous formez le personnel des déchetteries, parce que ce sont les premiers à pouvoir détecter si un objet peut avoir une deuxième vie au final. Exactement, alors ça c'est tout récent, c'est dans le cadre d'une expérimentation avec Rennes Métropole. Où on a trouvé ça pertinent en fait en tant qu'acteur du réemploi de pouvoir sensibiliser des agents qui font partie intégrante de la chaîne du réemploi. Moi, je considère qu'on est tous des petits maillons. S'il y a un maillon qui est un peu défaillant, et ça peut être nous, du coup, ça ne fonctionne pas bien. Les agents en déchetterie, qui sont aujourd'hui des agents valoristes, donc c'est ceux qui gèrent les questions de réemploi, sont formés pour orienter les usagers au mieux et leur dire ça, c'est réemployable, ça ne l'est pas. C'est une notion de réemploi qui est encore compliquée, qui n'est pas très bien définie. Donc on y travaille, tous les acteurs du réemploi. Il faut changer un peu ces petites habitudes et exactement les repères qu'on peut avoir. Tout à fait. Et on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais si on vous amène un objet qui est un peu cassé, en fait, il va être réparé dans cet atelier. Alors oui, c'est ça. Le réemploi, il y a différentes catégories. En fait, ça peut être très bien du petit nettoyage, de la petite réparation, et ça peut être de la plus grosse réparation. Notamment ici, où on va, je sais pas, une table qui arrive avec un pied cassé. Justement, on va demander à Mathias un petit peu ce qu'il fait. Salut Mathias. Bonjour. Aussi. Qu'est-ce que tu es en train de réaliser là, et surtout à partir de quels matériaux? Alors là, on est en train de réaliser un bac à livres pour la boutique du centre, un bac à cadre pour présenter au niveau de la boutique. Et donc ça, votre future boutique, non, votre boutique actuelle en centre-ville qu'on a refait cet été. Et donc ça, c'est du bois qu'on a récupéré en faisant un démontage à l'écomusée de la Vintinay. D'accord, ok. Et c'est une exposition permanente qui dure un an. Donc pareil, un bois à 100%, zéro déchet, quoi. Voilà, c'est des grandes structures de médium qu'on allait démonter et qu'on revend ici à la boutique ou dont on sert pour refaire de l'équipement derrière. Et toi, tu fais ça tous les jours? Oui, ça fait partie de mes missions de valoriser ce genre de matériaux. Et là, on a Léa qui est en train de refaire une table à partir avec du bois de caisses de transport. Enfin voilà, l'idée c'est de transformer les meubles et de leur donner une seconde vie. Une belle philosophie, belle démarche en tout cas. C'est déjà la fin, on va se retrouver dans quelques instants pour vous parler des ateliers aussi participatifs et puis vous donner plein de conseils si vous avez envie d'ouvrir votre propre ressourcerie. Moi j'ai commencé à faire mon petit shopping.
un peu de peinture, 10 € les 5 litres ou 2 litres, je sais pas. En tout cas, c'est une super affaire. Et puis des petits pots pour faire de la crème brûlée, ça sert toujours. Je continue mon shopping et on se retrouve tout à l'heure. À toi, Anne-Fonté. À tout à l'heure, Evan. Et vous le savez, ici aussi sur le plateau d'Ensemble, c'est mieux, priorité à l'emploi. Ce matin, on vous fait découvrir les coulisses du métier d'animateur radio. Voici le portrait d'Hubert. Quelques flocons de neige ce matin, c'est le cas à Strasbourg, on vient de regarder par la fenêtre. Bonjour les amis, bienvenue. Vous écoutez France Bleu Alsace et vous nous rejoignez à l'instant sur France 3 Alsace. Je m'appelle Hubert Desmarais, j'ai 28 ans et je suis animateur radio pour France Bleu Alsace. Combien de fois vous avez passé le permis, vous ? Une seule fois, je l'ai eu du premier coup. Vous mentez, je vais vous dire pourquoi on a fait une enquête sur France Bleu Alsace. Le jour de votre examen, on avait mis une petite caméra dans la voiture. Voilà ce que ça donne. Ah non. Ça, c'était pas moi, ça. C'était pas vous ? Non, promis. J'étais à la fac à Lille, j'ai fait 2 ans d'études en médias en fait. Et j'ai découvert l'environnement du studio radio qui m'a paru plus agréable que celui de la télé. Moi j'écris ce qu'on appelle les teasings. Qu'est-ce qu'on aura dans le journal ? Et ben je l'écris. La matinale 6h-9h, c'est ce qu'on appelle le prime de la radio. C'est-à-dire que pour la télévision, par exemple, c'est plutôt le 20h. Pour la radio, c'est le 6h-9h. On a cette responsabilité peut-être d'être véritablement dans le quotidien des gens, d'apporter cette légèreté, de raconter des histoires aussi. Et surprendre l'auditeur en racontant des histoires différentes chaque jour, ça aussi, c'est ce qui me plaît pas mal dans ce métier. Et on a Nicolas, un autre Nicolas, qui nous précise qu'à Rimbach-près-Masevaux, il y a 20 cm de neige qui sont tombés durant la nuit. On a ce rôle-là, nous, en tant qu'animateurs, de donner la parole aux uns, donner la parole aux autres, s'assurer du timing aussi. C'est très important que les rendez-vous infos partent à l'heure, que les chroniques partent à l'heure. On a aussi effectivement cette partie interactivité essentielle pour nous parce que ce sont les auditeurs qui nous écoutent et qui font l'actualité, donc on leur demande de réagir. Et surtout apporter cette légèreté, cette humeur, cet humour aussi. Tu vas prendre les commentaires de Luc ou pas ? Non, mais je vais les reprendre, moi. L'animateur doit apporter peut-être sa touche à lui, son ton. Se dire qu'on écoute une matinale et c'est cet animateur-là. C'est pas la même matinale qu'avec un autre animateur. Merci aux téléspectateurs de France 3 Alsace d'avoir suivi France Bleu Alsace ce matin. On se retrouve demain matin dès 7h. Belle journée. Il faut savoir dompter cette caméra qui est arrivée en studio. C'est pour nous un inconnu de regarder de temps à autre la caméra pour s'adresser à nos téléspectateurs. Ça rajoute un petit truc, mais ça change pas grand-chose. Il faut se dévoiler quand on est animateur. On doit dire qui l'on est. Il faut oser. C'était le portrait de mon confrère Hubert. Pour en savoir plus sur ce métier, Sylvie Lissilou nous a rejoint à distance. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne-Fonté, bonjour à tous. Alors vous êtes conseillère Pôle emploi à Brest. On vient de le voir, le métier d'animateur radio demande beaucoup de préparation et revêt des missions encore méconnues pour le public. Oui, c'est vrai. Et puis l'animateur doit prévoir tout à l'avance. Et puis sa mission principale, c'est de savoir capter toujours l'attention des auditeurs. Donc c'est vrai que c'est très, très varié. C'est une grande énergie dont je peux attester. Quelles sont les passerelles possibles pour accéder au métier, Sylvie ? Alors aujourd'hui, il est possible de devenir animateur avec les écoles de journalisme, l'IUT, mais les principales écoles se trouvent en région parisienne, avec la plus connue, Studio École France, qui est appelée par les initiés Studec. On a également la School Radio et puis Studio M également, qui est souvent cité. Donc que ce soit à la fac ou en école de journalisme, les passerelles peuvent être différentes. Et il est possible de faire l'apprentissage, je vous le dis. Quelles sont les qualités attendues d'un animateur radio ? Alors, un animateur radio aujourd'hui doit avoir l'esprit critique, un fort sens de la dérision aussi, et être en capacité de travailler sa culture générale, toujours, partout, être curieux de tout. Voilà, ça sont les qualités principales d'un animateur radio aujourd'hui, d'après les professionnels aussi qu'on a pu contacter. Y a-t-il des offres d'emploi à pourvoir dans le secteur ? Alors, les offres d'emploi ne sont pas forcément diffusées sur Pôle emploi, mais quand on va sur la bonne boîte, on s'aperçoit que 147 entreprises sur le territoire ont déjà diffusé dans les 12 derniers mois. Donc, il faut à la fois explorer Pôle emploi et le réseau et le marché caché. Et les candidatures spontanées, quels sont les salaires et les perspectives de carrière ? Alors aujourd'hui, un animateur, quand il commence, il va toucher à peu près le SMIC, mais après, tout va dépendre de sa notoriété et puis de son programme, en fait. Aujourd'hui, les animateurs les plus connus vont toucher 10 fois plus de salaire qu'un animateur débutant qui est sur une radio locale. Tout dépend s'il est en local, en national,
Voilà, tout dépend de sa notoriété, de son succès également et de sa personnalité. Merci beaucoup Sylvie pour toutes ces précisions et à bientôt. Eh bien, merci à tous, bonne journée. Merci à vous aussi. Et la voix, la parole, les histoires sont des outils puissants pour communiquer, partager et transmettre. C'est ce qui fait un peu l'ADN de votre association, Cédric Jolivet, Globe Conteur, dont vous êtes le coordinateur. Alors, votre credo, vraiment, c'est de faire vivre la mémoire vivante. Et ça fonctionne grâce à des globes collecteurs. C'est quoi un globe collecteur? Un globe collecteur, ça va être un citoyen, comme vous et moi, ou un professionnel qui intervient soit dans les EHPAD, dans les structures d'aide à domicile pour le volet intergénérationnel, ou comme acteur d'un territoire, un animateur socioculturel, un professeur, etc. Et du coup, les globes collecteurs, donc tout à chacun finalement, on les invite à prendre un peu les fondamentaux, les essentiels, j'ai envie de dire plutôt, pour créer un cadre de confiance avec les citoyens dont ils vont avoir envie de partager les histoires de vie. Leur grande mission, c'est d'aller recueillir la parole, si je comprends bien. Voilà, recueillir la parole. Alors certains sont vraiment dans l'intérêt d'aller recueillir la parole auprès de leurs voisins, faire toc-toc et réactiver le café chez les voisins. Et puis pour d'autres, c'est des projets un peu plus structurés, où on accompagne sur 6 mois un EHPAD, par exemple, à créer une vraie dynamique sur le territoire autour de la collecte d'histoires vécues. Depuis la création de votre association, combien d'histoires ont été collectées en Bretagne? Alors, en Bretagne, on a 60 histoires, j'ai vérifié ce matin avant de venir. Voilà, mais c'est mouvant, ça vient tous les jours en fonction des globes collecteurs et puis des projets qui sont enclenchés par les établissements, les communes, etc. Et quelles sont les histoires qui vous ont le plus marqué depuis le début de cette aventure? Il y en a vraiment plein et c'est tout à chacun d'avoir ses coups de cœur. Là, j'ai en tête une histoire, on est en 1944, Monique justement, qui raconte lors de l'arrivée des Allemands sur la région vantaise. Elle a été en fait, les enfants qui étaient dans les orphelinats devaient quitter l'orphelinat et retourner dans d'autres endroits. Et c'était la dernière qui a été récupérée. Donc elle nous raconte, aujourd'hui, à son âge, elle revient sur ses 6 ans pour raconter cette histoire. Donc c'est toujours assez fort et ça permet aussi d'être sur une perception des autres générations différentes. Et quelles sont les motivations de ceux dont vous recueillez la parole? Pourquoi ils décident de vous raconter leur histoire? Alors c'est pas si simple, notamment pour les plus âgés. Il y a beaucoup d'autocensure. De la censure aussi à se dire est-ce que je suis légitime à raconter mon histoire? Est-ce que mon histoire est intéressante? Est-ce que je radote pas non plus, je pense. Donc c'est là où il y a un travail de mise en confiance pour dire oui, c'est essentiel de transmettre aux plus jeunes générations, puis aussi aux plus jeunes de déjà transmettre pour les futurs, mais aussi pour avoir des échanges un peu à double flux générationnel, des jeunes vers les vieux, des vieux vers les jeunes. Et quelles formes peuvent prendre ces histoires collectées? Ça peut être de l'écrit, de la vidéo, c'est assez libre finalement? Alors, chez nous, on collecte des histoires de 1 à 5 minutes, donc on est vraiment sur le moment de détail et on pense que c'est dans les détails qu'il se joue plein de choses. Je pense un peu avec des connexions autour de la discussion autour des rêves. Et du coup, des histoires d'1 à 5 minutes qui sont localisées à un endroit précis, puisqu'on va ensuite les localiser sur notre cartographie à l'endroit où ce souvenir a eu lieu, et puis par audio, vidéo ou écrit. Ça vous donne envie, mesdames, de devenir globe collectrice? Pourquoi pas? C'est passionnant, hein, parce qu'on crée aussi une relation particulière avec l'interviewé, l'intervieweur. Il y a quelque chose d'intime qui se joue aussi. C'est précieux et encore plus aujourd'hui par rapport à la période qu'on est en train de vivre. C'est essentiel de pouvoir créer des prétextes pour bâtir des liens sociaux entre citoyens de toute génération, de toute culture. Mieux comprendre l'autre dans ce qu'il est. Et là où il y a quelque chose d'important, c'est qu'on est tous équivalents par rapport à notre vécu. On a tous, depuis notre premier jour sur Terre et jusqu'au dernier, un regard sur la vie, en fonction qu'on soit né en ruralité, en Ça nous aide à mieux comprendre finalement le monde contemporain tel qu'il est aujourd'hui? Oui. Donc on réinvite à replacer l'écoute un peu au cœur de la société. Merci beaucoup Cédric Jolivet d'être venu nous présenter votre association et vous aussi depuis chez vous. Et si vous chantiez, autre exemple, pour récolter des fonds, c'est notre idée solidaire du jour, regardez. C'est quoi ton prochain concert? Un concert de solidarité. Vous êtes un artiste professionnel, un étudiant au conservatoire, un amateur de niveau professionnel ou un technicien du spectacle et vous souhaitez ajouter à votre démarche artistique un engagement solidaire?
Rejoignez un collectif comme par exemple le CALMS, le collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité, qui organise des concerts, récolte des fonds pour des associations et sensibilise la population à de grandes causes sociales et humanitaires. Eve, 34 ans, chanteuse lyrique, nous raconte pourquoi elle a adhéré à ce collectif il y a un an. Je fais du violoncelle depuis l'âge de mes 4 ans. À 17 ans, j'ai accompagné un opéra et ce jour-là, j'ai été bouleversée par les capacités émotionnelles qu'avaient les chanteurs. Ce pouvoir de transmettre un message de façon directe aux personnes qui les écoutaient. Je suis alors devenue chanteuse lyrique par passion, avec moi aussi cette volonté de passer des messages, de réussir à raconter des choses et de réussir à toucher les personnes qui acceptaient de m'écouter grâce au langage universel de la musique et de la voix. Évidemment, j'ai adhéré au CALMS sans hésitation. Je pense que c'est un devoir en tant qu'artiste d'utiliser notre art au service de l'humain et j'espère que ça va continuer à se développer activement. Musiciens, engagez-vous et faites acte de solidarité en donnant de la voix pour ceux qui n'en ont pas. Voilà pour notre idée du jour. On arrive au terme bientôt de notre émission. Partons dès à présent retrouver Evan direction Rennes. Il est à la Belle Déchette aujourd'hui. Oh, regarde, Enfanté, il y a même des vélos derrière nous. On peut même trouver des vélos à la Belle Déchette, Julie? Alors, pas directement à la Belle Déchette, on les collecte. Et ensuite, en fait, on est en partenariat avec la Petite Reine, l'association de réparation de cycles sur Rennes. Voilà, donc on récupère les vélos et ensuite, eux viennent les chercher et ensuite les valorisent, les réemploient. Donc ils viennent de déchetterie aussi, ces vélos? Exactement, ils sont déposés en déchetterie ou alors en apport volontaire. Bon, alors vous avez aussi un autre partenariat qui mérite d'être souligné. Ouais. C'est une ressourcerie dédiée au sport qui va bientôt ouvrir et avec lesquels vous êtes partenaire, comme je le disais. Oui, exactement. C'est l'équipière qui va bientôt voir le jour sur le territoire de Rennes Métropole dans quelques mois. Et effectivement, sur la ressourcerie, on collecte des gisements sport. Ouais, on ne s'arrête pas près d'une poubelle tant qu'à faire. Non, effectivement, c'est pas forcément. Donc ouais, et ça c'est super parce que mine de rien, et, par exemple, habiller une famille avec 3 enfants de tous les articles de sport, ça coûte cher. Ouais. Et on n'a pas forcément besoin d'acheter toujours du neuf. Et il y a du gisement en fait réemployable qui est quand même assez conséquent. Et puis cette ressourcerie, ce sera une ressourcerie donc spécialisée dans le sport. Donc c'est aussi la possibilité pour les gens qui achètent d'avoir des conseils plus intéressants. Enfin en tout cas. Voilà, mieux que ici, nous, sur une ressourcerie généraliste. Alors, des ressourceries en Bretagne, il y en a quand même pas mal. Hein. Moi, j'en ai vu à Quimperlé, à Dole de Bretagne, Bain de Bretagne, Lanester dans le Morbihan. Ouais. Quel conseil tu aurais à quelqu'un qui a envie d'en créer une autour de chez lui ou de chez elle? Ce serait quoi la première chose à faire? Déjà, prendre contact avec les acteurs du réemploi qui sont présents sur le territoire. Je pense que c'est important aujourd'hui et c'est un vrai challenge pour les années à venir, c'est essayer de créer un réseau, qu'on soit en lien. On ne peut pas monter sa propre petite ressourcerie de son côté. C'est vraiment, voilà, le réemploi, ça va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Il faut qu'on crée du lien entre nos structures et on a tout à y gagner, en fait, à faire ça. Donc, ce serait le premier conseil. Il faut le dire aussi, votre ressourcerie ici, elle s'autofinance à 80%, c'est quand même super. Une dernière petite chose, vous allez bientôt réouvrir vos ateliers, donc on va pouvoir venir ici et apprendre plein de choses. Dis-nous un tout petit peu plus rapidement. C'est ça, l'année 2020 du coup, voilà, avec la crise sanitaire, on a été obligé de tout arrêter et là on a vraiment très envie de reprendre. Donc la programmation pour les ateliers réemploi, elle va incessamment arriver. Elle diffusée bientôt sur votre Facebook, le site internet de la Belle Déchette. On va communiquer et donc l'idée ça va être effectivement qu'il y ait un nombre restreint de participants et des intervenants voilà, que ce soit de la couture, du détournement d'objets, enfin. J'en dis pas plus. Voilà, vous avez toutes les infos. On espère vous voir nombreux aux ateliers. C'est déjà la fin de l'émission. Enfanté, c'est à toi. Merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous pour votre fidélité chaque matin pour votre émission Ensemble c'est mieux. À suivre dans quelques instants toute l'actualité régionale avec le 12-13. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Hey, hey.